Et donc, j'invite Florence Méa, que vous connaissez tous, directrice générale adjointe de l'IFCE, qui va présenter son groupe. Merci Sylvine, merci à tous et merci aux participants de la table ronde. Alors, on n'est habitués ni les uns ni les autres à ce genre d'exercice, mais bon, ça va sûrement bien se passer. Donc, c'est le paradressage qui est le premier exemple proposé pour illustrer l'universalisme olympique. Anne Prin nous a parlé un petit peu... tout d'abord de la théorie liée au paradressage, les catégories, etc., les types de reprises déroulées. Donc ça, c'est déjà fait. C'était pas que théorique, parce qu'elle nous a fait part aussi de son émotion en regardant évoluer les cavaliers, en suivant les progrès. Donc c'était très émouvant également. Et donc pour participer à cette table ronde, nous avons la chance d'accueillir 5 personnes avec des profils. Alors, je dirais les 4 premiers n'ont pas le même profil, mais ils évoluent dans la même activité. Je vous les cite par ordre du programme. Je vais présenter tout le monde et ensuite on aura des échanges plus libres. Céline Gerny, donc, qui est cavalière paralympique de l'équipe de France, comme c'est indiqué dans le programme. Céline est également professeure des écoles. Elle a eu un accident, je pense qu'on peut le dire, en tombant de cheval. Et son obsession, son idée fixe, c'était de remonter à cheval. Et ce qu'elle fait avec brio. Et son objectif du moment, c'est la participation aux JO. Enfin, même mieux que la participation, mais les JO de Paris 2024. Mais bon, ça, c'est son objectif. Et pour ce faire, elle est mise à disposition par l'Éducation nationale. Elle est mise à disposition de l'IFCE. Donc, elle peut consacrer tout son temps à son entraînement et en équitation et à sa préparation physique, sa préparation mentale. Enfin, voilà. Donc, elle a des conditions de préparation qui sont assez optimisées, avec des chevaux qui sont fournis par l'IFCE et avec un autre accessoire, mieux qu'un accessoire, qui est Nadège Bourdon, qui met toute son expérience, tout son savoir-faire, à la fois en équitation et puis à la fois en coaching. Nadège, donc, à la fois travaille les chevaux au quotidien et puis s'occupe de l'entraînement de Céline. Bon, Nadège également est écuyer du Cadre Noir. Alors, je ne sais jamais si on dit écuyer ou écuyère. D'accord. Voilà, on m'a assuré que ça avait changé, mais donc non, ça n'a pas changé. Et donc, Nadège participe également au gala du Cadre Noir, à la reprise de manège, au pas de 3. Voilà, donc en matière d'inspiration venant de l'équitation de tradition française et de la cohérence avec ce qu'elle fait en paradressage avec Céline, eh bien, c'est ce que Nadège nous racontera. Geoffrey Podielli, qui est soigneur, donc soigneur à l'IFCE, qui s'occupe principalement des chevaux de paradressage, mais bon, qui a eu également une expérience de soigneur dans d'autres domaines, et qui nous parlera à la fois du rôle du soigneur et de l'universalité du travail du soigneur, et particulièrement du soigneur dans le haut niveau. Chiara Zenati, qui est cavalière paralympique également de l'équipe de France, c'est elle que vous avez vue en photo tout à l'heure, 2 médailles d'argent au championnat d'Europe en individuel, donc ambition également la participation aux Jeux Olympiques. Chiara a eu une première participation aux JO à Tokyo très très jeune, mais bon, ça s'est plutôt bien passé, donc tous nos espoirs fondés en Chiara. Et Chiara travaille également avec un écuyer du Cadre Noir qui n'est pas présent aujourd'hui, qui s'appelle Sébastien Goyenex, donc dans les mêmes conditions que celles que j'ai décrites pour Céline, si ce n'est que Chiara est en formation professionnelle en ce moment, donc elle se destine sans doute à être enseignante en équitation. Et bon, donc je disais qu'il y avait une certaine homogénéité, non pas de profil, mais au moins d'activité entre ces 4 personnes qui sont centrées autour d'un objectif. Et Zinia Guitin, qui est doctorante, INRAE, IFCE, Fédération française d'équitation, et qui travaille sur le rapport homme-cheval dans le haut niveau. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de la licence sociale, je reprends mes petites notes.
c'est Catherine Norinder qui disait si on perd notre licence sociale, on perd tout. Je pense que le travail de Zinnia est vraiment essentiel parce que Zinnia travaille donc sur le rapport homme-animal dans le travail et particulièrement dans l'atteinte de la performance. Et je pense qu'obtenir des connaissances scientifiques dans le domaine est vraiment essentiel pour la pérennité de l'activité. Voilà, bon, j'ai été un peu trop longue. Nadège, on va commencer par toi. Donc, tu es écuyer du Cadre Noir, tu participes au gala et en même temps, tu es coach de paradressage avec plusieurs participations aux côtés de Céline, Jeux Olympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe, donc une vraie expérience des échéances à haut niveau. Quel lien est-ce que tu fais entre les deux activités? Quelle inspiration te vient de l'un, de l'autre? Et comment tu fais ces transferts entre les deux? Et puis, libre à toi de nous parler de ton expérience. Bon, sinon, Nadège enseigne également l'équitation. Elle intervient en formation professionnelle. Je pense que si elle veut pousser sa voix, elle va y arriver sans micro. Mais... Ça marche à partir de 3. 1, 2, ça suffit pas. 1, 2, 1, 2. 1, 2, ça marche. Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de dire que c'est quand même une grande question, même si on me pose quand même assez régulièrement la question, à savoir si j'entraîne mes chevaux spécifiquement pour le paradressage, c'est-à-dire s'il y a quelque chose de très spécifique dans l'entraînement pour un cheval de paradressage. Donc j'ai envie plus de commencer par ça. Et peut-être que sur la première année ou les 2 premières années, j'aurais eu tendance à dire oui, il y a quand même des petites choses qui changent, mais finalement non. Enfin, très objectivement, maintenant, avec le recul, j'entraîne mes chevaux de la même manière, que ce soit pour le paradressage avec Céline, que ce soit pour les galas du Cadre Noir, que ce soit pour la compétition de dressage, que ce soit pour la compétition de CSO à l'époque, puisqu'avant ça, j'étais cavalière de CSO. Et moi, je fais assez facilement le lien dans tout ça. Et je peux maintenant, je pense, dire que finalement, j'ai une philosophie. Maintenant, j'utilise ce mot-là depuis peu. J'ai l'impression d'avoir une philosophie pour travailler mes chevaux et faire en sorte, moi, mon souci tous les jours, c'est de me dire est-ce que mon cheval adhère au projet ? Parce que finalement, je considère que j'ai un projet pour eux. Enfin, l'humain a un projet pour le cheval. Et ce cheval-là n'a pas choisi ce projet. Et comment faire pour qu'il adhère à ce projet et qu'il vive bien ce projet? Je crois que, voilà, je résume ça comme ça. Ensuite, bien sûr, techniquement, bon, il y a des contraintes liées à la logique interne de chaque discipline. Donc ça, on va travailler techniquement sur ces points-là. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir changé ma façon de faire depuis que j'entraîne des chevaux pour le paradressage. La preuve en est, c'est que la jument que montait Céline auparavant était une jument qui était issue des galas du Cadre Noir. Et sincèrement, je n'ai pas eu à changer les choses pour que Céline puisse monter dessus, sachant qu'elle avait été montée par une autre jeune cavalière avant Céline. Les seules petites choses qui peuvent varier, c'est en fonction du handicap. On va faire des petits ajustements. Alors en l'occurrence pour Céline qui n'a pas l'usage de ses jambes et qui va remplacer ses jambes par 2 sticks, c'était d'habituer le cheval à 2 sticks. Mais enfin, quand il est habitué à 1, a priori l'habituer à 2, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, donc il peut y avoir des petits ajustements de ce type. Mais sinon, je pense que peut-être ce qui fait que mes chevaux s'adaptent bien à la discipline du paradressage, c'est que j'ai à cœur de les habituer à prendre sur eux, je ne sais pas si le terme est approprié, dans une situation qui pourrait être très stressante, donc à prendre sur eux pour rester calme et connecté avec le cavalier handicapé qui
par définition, en tout cas pour les petits grades, va être plus vulnérable. Pour Céline, c'est dans l'équilibre. Enfin, tu le diras mieux que moi. Mais donc forcément, un cheval qui fait un écart ou ce genre de choses, ça peut être très déstabilisant pour Céline. Donc moi, j'ai à cœur de faire en sorte que mes chevaux soient capables de prendre sur eux, mais pour autant sans que le niveau de stress monte, c'est-à-dire que ce soit normal de prendre sur soi, même si on a des appréhensions, pour pouvoir se concentrer sur le cavalier et sur l'objectif. Nadège, je reprends ce que tu as dit. Je vérifie que mes chevaux sont partie prenante, enfin adhèrent au projet. Et tu m'as raconté une fois que donc la cavalière qui montait Rhapsody avant Céline était en grade 1 et donc ne faisait que du pas. Et tu m'as expliqué la première fois où vous avez mis Céline sur la jument ne voulait pas partir au trot. C'est vrai. C'est vrai. Alors que toi, quand tu l'as montée, elle partait au trot. Tout à fait. Enfin, et Rhapsody, alors. Là, je vais en parler plus parce que je la connaissais parfaitement. Rhapsody a pris sa retraite, elle va très bien, elle mange de l'herbe avec des copains et tout va bien. C'est vrai que Rhapsody avait un côté très maternel, très protecteur. Ça, c'était en matière d'adhésion au projet. Ouais. Là, c'est sûr c'était vraiment très marqué chez cette jument-là. Elle était vraiment très connectée sur Léa à l'époque, ensuite Céline. Et c'est clair que même si quelque chose l'inquiétait, elle restait en permanence connectée sur sa cavalière pour la protéger. Enfin, en tout cas, moi, je mets ces mots dessus. Après, ça m'appartient, mais je le ressentais comme ça. Enfin, le fait qu'elle ne veuille pas partir au trot, quoi. C'était vraiment, non, j'ai compris, mon job, c'est de marcher au pas avec la cavalière. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, ou on passe la parole à Céline, qui va compléter avec sa vision du couple? Bon, alors après, bonjour déjà à tous. C'est vrai que là on parlait de Rhapsody, mais moi je trouve que les chevaux, je sais pas, c'est pareil, c'est toujours ma façon de voir les choses, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin de comprendre. Et à partir du moment où ils comprennent en tout cas nos attentes ou nos besoins, et en tout cas, grâce au travail que Nadège fait en amont, voilà, les chevaux se placent exactement dans ce dont on a besoin en fait pour aller chercher la performance. Après, c'est du travail technique qui va faire qu'on va améliorer notre façon de communiquer, parce que du coup, la différence par rapport à mon handicap dans la communication avec le cheval et dans les codes utilisés dans le travail, c'est que donc moi je n'utilise pas du tout mes jambes pour donner d'indications. À la place, donc j'ai mes 2 sticks et forcément il y a une codification qui est légèrement différente. J'utilise aussi beaucoup la voix et sûrement en priorité la voix d'ailleurs. Voilà, par exemple, on parlait des transitions au trot, le code le départ au trot qu'on a installé en fait. C'est voilà, et ça, le cheval entend, il sait que c'est le départ au trot. Et selon après l'intention que je mets dans mon code vocal et dans mon corps, hop, ça met l'énergie. Voilà, une fois qu'ils ont compris au départ. Voilà, et moi, je trouve très appréciable que la première réaction du cheval, ce soit de dire attends, c'est pas clair, j'y vais pas. Et finalement, pour moi, c'est très sécurisant. Parce que je me dis, il ne va pas prendre des décisions farfelues tout seul parce qu'il croit comprendre quelque chose. Non, tant que ce n'est pas compris, on ne se lance pas dans quelque chose de non approprié. Voilà. Et voilà, dans notre travail au quotidien, on a mis plein de choses en place. Donc moi, je suis arrivée à l'IFCE à temps complet en janvier 2020. Et c'est vrai que c'est ma 20e année en fait de sportif de haut niveau. Ça fait 20 ans que je concours sur les internationaux en paradressage. Et donc j'avais une certaine expérience, mais qui restait, que je peux l'identifier comme amateur, parce que je travaillais à côté à plein temps. Je m'entraînais sur mon temps libre. Et ça me permettait d'avoir eu déjà de belles performances. Mais c'est vrai qu'en arrivant à l'IFCE à temps plein, là, on entrait dans une autre sphère. Et c'est vraiment la sphère de l'athlète de haut niveau et de la préparation de l'athlète de haut niveau. Donc pour ça, moi, j'ai dû remanier un petit peu mes habitudes, voilà, avec le soutien de Nadège et de toutes les ressources qui sont disponibles à l'IFCE et qui se sont investis pleinement dans mon projet.
Voilà. Et grâce à ça, maintenant, je peux vraiment dire que j'ai une préparation voilà, d'athlète de haut niveau qui va me permettre d'aller chercher voilà, les plus grands objectifs qu'on s'est fixés maintenant sur les Jeux paralympiques de Paris. Si on en revient, Céline, à l'intitulé le lien entre culture et performance sportive, donc tu travailles au quotidien avec Nadège dans l'environnement cadre noir, donc tu baignes dans cette culture. Peut-être c'est comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais comment tu parlerais de ça ? C'est sans le savoir. Mais moi, je peux dire vraiment... déjà, moi, j'aime bien tout ce côté tradition. Et voilà, à l'IFCE, c'est ça, moi, qui me porte finalement, parce que je me dis que ça fait... Voilà, on porte vraiment une tradition. Et même si moi, voilà, je suis pas écuyer du cadre noir, pour autant, dans le travail que je fais à Nadège et dans mon équitation, c'est toute cette tradition qu'il faut que je fasse valoir aux yeux des gens, parce que c'est le travail du quotidien et qui est très important. Oui. Oui, on m'entend. Je pense que Céline n'a pas encore tout à fait conscience qu'elle est une digne représentante de l'équitation de tradition française. Je pense qu'elle n'en a pas tout à fait conscience encore, et que justement, même si elle n'a pas l'usage de ses jambes, elle est vraiment dans la qualité de la relation avec l'animal et le fait d'être dans comment dire, est-ce qu'on se comprend bien? Qu'est-ce qu'on met en place pour bien se comprendre? Et surtout, mais parce qu'elle le dit tous les jours, elle a des remarques qui vont dans ce sens-là, c'est comment le faire dans l'intégrité physique et mentale du cheval. Toujours, elle est très soucieuse de ça, mais ça la poursuit tout le temps. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'elle est une digne représentante, mais qu'elle ne le sait pas encore. Et ça va maturer, puis elle s'en rendra compte après. Les trois mots qui sont utilisés dans les galas du cadre noir pour caractériser l'équitation de tradition française, c'est élégance, finesse et sobriété. Je pense qu'on y est. J'y travaille. Est-ce qu'on passe la parole à Chiara? Non, à Geoffrey? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc Geoffrey, soigneur principalement des chevaux de paradressage. Je dirais, mais c'est ma façon de présenter, tu donneras la tienne sans problème, centré sur le cheval, avec un lien de proximité, une attention permanente, une connaissance réciproque. Le rôle du soigneur, et particulièrement du soigneur de chevaux de haut niveau, c'est de permettre au cavalier de se préparer sereinement, et il est tout dédié au confort et au bien-être à la fois physique et mental optimal du cheval, évidemment pour la performance, mais bon, aussi pour le bien-être comme objectif lui-même. Bonjour à tous. Oui, c'est tout à fait ça. Dans l'idée un peu que j'en ai, c'est pour caricaturer un peu la chose, je suis un peu la nounou des chevaux. Donc c'est moi qui suis avec eux au quotidien, tous les jours, dès le matin jusqu'à la fin de journée. Et je passe beaucoup de temps avec eux, presque plus que les cavaliers, des fois, qui font juste leurs entraînements, leurs compétitions. Et les connaissant par cœur, donc il y a le cheval de Chiara, ça fait 9 ans que je m'occupe de lui maintenant. L'ancienne jument de Céline, j'ai passé pareil 8 ans, je crois, parce qu'elle est en retraite que depuis l'année dernière, je l'ai eu dès le début aussi. Et le fait d'avoir une complicité avec eux et de les connaître par cœur, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me rends compte tout de suite en fait. Et c'est là où ça peut être important, c'est que du coup directement je peux avoir un échange, que ça soit avec l'entraîneur ou avec le cavalier, pour les alerter sur quelque chose qui peut me sembler anormal ce jour-là, ou au contraire quelque chose qui peut me sembler tout à fait normal, et dire c'est bon, c'est top, on y va, il est en pleine forme et on peut y aller, on va être performant et tout va bien se passer, il n'y a pas d'ombre au tableau, quoi. Et quand Nadège disait que les chevaux apprennent à apprendre sur eux en situation de stress, le rapport au groom y aide? Ouais, complètement. Donc avec les deux chevaux avec lesquels j'ai passé le plus de temps, Rhapsody et Swing, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'effectivement en compétition, le cavalier est tout seul sur l'aire d'évolution avec son cavalier. Enfin, le cheval et le cavalier sont tout seuls, il n'y a personne pour les aider. Et je me mets toujours plus ou moins à des endroits un peu stratégiques.
Et que ça soit swing ou Rhapsody, dès qu'ils passent à côté de moi, je voyais leur regard me suivre. Enfin, j'étais un peu un point de repère pour eux. Et donc là, on a 2 nouveaux chevaux, un pour Chiara, un pour Céline. Donc celui de Chiara, on n'a pas encore testé en compétition. Le nouveau cheval de Céline, on est parti en Italie il y a 1 mois. Et Céline vient me voir après, elle me dit « Ah, dans le coin, il regardait un truc, tout ça. » Bah, je lui dis « T'inquiète pas, c'est moi qui regardais en fait. » Donc dès la première compétition, le cheval s'est déjà calé à moi et je suis déjà devenu un point de repère. Et du coup, je pense que pour les cavaliers, c'est ultra rassurant. Et en plus, comme Chiara et Céline sont des petits grades, les entraîneurs sont aussi sur le bord de la piste en fait, pendant l'épreuve. Ce qui fait que le cheval a 2 points de repère. Que ce soit aussi bien moi, le soigneur, ou l'entraîneur. Il a 2 points de repère à pied et je pense que ça, c'est super important. Et s'il n'y a pas de relation qui est créée, ce point de repère-là, à mon sens, il ne peut pas exister. Et je pense que c'est très rassurant pour le cheval, c'est très rassurant pour le cavalier. Et c'est réconfortant pour nous, les soigneurs, parce que ça veut dire qu'on a réussi à créer quelque chose et qu'on est quand même important aussi pour le cheval, en fait. Oui, parce que ce que disait Anne ce matin, c'est que ce que regardent les juges, c'est vraiment la manière d'évoluer du cheval. Ça veut dire le cheval, il doit être brillant, il doit être énergique, il doit montrer des choses pour plaire aux juges, enfin plaire, pour remplir les critères que les juges cherchent à évaluer. Et en même temps, tout ça dans un souci de sécurité avec, selon les grades évidemment, une autonomie et une capacité du cavalier à réagir en cas de coup de stress variable. Enfin... Chiara est assez forte en coup de stress. Ouais, Chiara. N'est-ce pas, Anne? Chiara, elle peut faire le lien entre équitation de tradition française et stress. Moi, je vais vous le livrer en mode émotion comme Anne, mais à Tokyo. Bon, swing, dans le petit rectangle des 10 minutes, tout se passait bien. Et que s'est-il passé? Un drapeau qui était là quand même depuis le début de la semaine, d'un seul coup, focus sur le drapeau. Et swing faisait le drapeau lui-même. Et... Non, Chiara faisait le drapeau sur swing. Oui, enfin, bon, bref, Chiara était sur swing, mais swing était quand même un peu transformé en drapeau. Et donc Sébastien a pris les choses en main. Chiara, tu fais comme ci, comme ça, tu tournes autour de moi, un tout petit cercle. Enfin bref, tout ça était à mots très feutrés et tout avait l'air d'être bien. Mais j'ai surpris entre les deux, au dernier moment, Sébastien lui a dit « Mais j'en ai les larmes aux yeux. Maintenant, la cavalière, c'est toi qui te débrouilles. » Eh ben voilà, vas-y. À toi, Chiara. Tu t'es débrouillée. De Tokyo? Oui, bah oui, oui. Alors bonjour à tous. C'est bon? Oui, enfin. Non, je parle plus. Ah oui. Vas-y, vas-y. Alors bonjour à tous. J'ai commencé la compétition à 16 ans, en 2019. Donc je suis arrivée à l'IFCE en 2019. C'est pas vrai, avant tu faisais de la compétition à poney. Oui, mais enfin en internationaux. Et j'ai commencé vraiment le para en 2017 à l'âge de 14 ans. Donc aujourd'hui j'en ai 21. Donc oui, là ça va. Tokyo, oui, c'était une assez belle expérience, même si c'était très stressant, parce que le cheval était assez stressé. J'ai su gérer mon stress et en même temps celui du cheval. Et une fois en piste devant les juges, le cheval, on ne le reconnaissait plus parce qu'il faisait son travail, il était très sérieux, alors que derrière la caméra, il était très stressé. Donc voilà. Ensuite, je suis arrivée en mars 2023 à temps plein à Saumur pour que je puisse m'entraîner avec mon cheval en préparation physique et en prépa mentale avec Anne. Carole est très courageuse en piste, mais quand il s'agit de parler en public, c'est moins son talent. Mais bon, en même temps, c'est pas là qu'elle va gagner une médaille, donc on lui pardonne bien. Non, après, j'ai vraiment pris conscience que si je voulais vraiment être performante au jeu, il fallait que je vienne à temps plein à Saumur pour vraiment me consacrer qu'à ça. Et en même temps, travailler sur les formations pour devenir entraîneur dans le para ou avec des dresseurs.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose de ton expérience, de ce que tu apprends, de ce que Sébastien t'apporte en matière d'équitation de tradition française? Enfin, est-ce que ça te parle? Alors oui, Sébastien m'a appris beaucoup de choses pendant ces 5 années où je suis au Cadre Noir. C'est avec Sébastien que j'ai appris beaucoup de choses dans la tradition française. Donc, avec Swing, que je monte depuis 5 ans, j'ai pu apprendre plein de choses sur le fait de codifier certains de mes codes vocaux. Donc, comme Céline, moi, j'ai pas l'usage de ma main droite ni de ma jambe droite. Donc, avec plein d'entraînements, avec l'aide de Sébastien, j'ai pu mettre des codes en place sur Swing, surtout avec le stick à droite, pour que Swing puisse comprendre que j'ai pas l'usage de ma jambe, mais qu'il doit comment dire ça, coopérer. Coopérer avec le stick, et ça s'est fait naturellement, et on peut ajouter beaucoup plus de codes maintenant. Il apprend très facilement. Ok, merci Chiara. Zinia, à toi. Alors moi, je vais commencer par une série de remerciements. Merci à tes encadrants d'avoir construit ton sujet de thèse, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un sujet majeur. Enfin, on attend beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté de faire ce travail. Le cheval, tous les gens qui sont ici, qui sont cavaliers, en sont convaincus, prend part à la performance, s'approprie l'objectif, cherche à l'atteindre. Maintenant, comment l'objectiver scientifiquement, comment montrer ça avec un regard de sociologue? À toi la parole. Alors oui, merci Florence. En effet, c'est tout le défi de mon travail de thèse. Donc moi, je suis dans ma 2e année. Ça parle pas tout le temps, non? Si, ça va. Donc pour l'instant, je n'aurai pas de conclusion à vous apporter, puisque je suis en pleine phase de récolte de mes informations. Et je suis d'ailleurs sincèrement touchée par tout ce que vous dites, parce que ça rentre exactement dans mon travail. Et alors, comment on fait pour objectiver la participation du cheval? C'est complexe. Et ça passe beaucoup donc, par des échanges, énormément d'observations sur le terrain, donc que ce soit pendant des stages, des compétitions où on va rencontrer... Vous êtes sûr que ça parle tout le temps? Pas tout le temps. Donc en fait, on va rencontrer les cavaliers, mais aussi on s'intéresse en fait aux grooms, aux entraîneurs, dans le cas du paradressage aux school riders et au staff fédéral. Ce qui est assez différent d'ailleurs avec d'autres recherches qui ont pu être faites par le passé sur la relation homme-cheval, où on s'intéressait beaucoup notamment à la relation du cheval et du cavalier. Donc là en fait on va plus loin, on s'intéresse à l'entièreté, ce qu'on va appeler le collectif de travail, que je peux aussi appeler l'équipe sportive d'ailleurs dans le cadre du très haut niveau, parce que je ne m'intéresse d'ailleurs qu'au très haut niveau. Et j'allais où avec ça? Ah oui, je parlais de ma méthodologie, je vais aller très vite pour vous expliquer comment on fait. Donc on s'intéresse en fait aux témoignages de toutes les personnes qui travaillent avec les chevaux. Et ce que moi je cherche à comprendre en fait, c'est la place du cheval au sein de ces collectifs de travail. Quelle est la place qu'on leur donne? Comment est-ce qu'on les considère? Quel rôle ils vont jouer dans la performance à partir des discours que nous partagent toutes ces personnes? On ne peut pas parler à la place du cheval, mais par contre, on peut demander aux personnes qui travaillent avec lui quelle est sa place au sein de ce collectif. Et c'est en comprenant cette place au sein de ce collectif qu'on peut se faire une idée sur qu'est-ce qui va engager le cheval dans la performance. Est-ce qu'on lui reconnaît une agentivité? Est-ce qu'on reconnaît que le cheval est sujet? Alors Florence, vous l'avez très bien dit, dans le milieu du cheval, on reconnaît assez facilement que le cheval participe, en effet, qu'il est capable de prendre des décisions. Et je pense que Nadège l'a aussi très bien dit, qu'il est capable de prendre sur lui et qu'on lui demande d'adhérer au projet. Tout ça, ce sont des idées, des concepts. On est assez familier quand on est cavalier, quand on vient du milieu du cheval. Maintenant, c'est des choses qu'on connaît, qu'on n'exporte pas. Et c'est tout là, alors j'espère l'intérêt de mon travail, ça va être de pouvoir l'exporter, de pouvoir montrer au grand public. On en parlait ce matin de la Social License to Operate, licence sociale. Ça, je crois que c'était ça le terme en français que vous aviez utilisé, Catherine.
Si, si. Si, c'est le... Si, si. C'est ça. Oui, ça doit être ça, tout à fait. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on continue à avoir l'adhésion du grand public pour continuer à faire notre sport? Et pour en parler plus particulièrement dans le paradressage, et là, je vais parler plus donc, des premières choses que j'ai observées. Pour le moment, je n'ai pas de conclusion définitive, mais ça sera pour 2025, novembre 2025, si tout se passe bien. Mais ça reprend exactement ce dont vous avez parlé tous les quatre sur cette part du cheval où on a énormément cette reconnaissance de cette prise en charge par le cheval. Alors une prise en charge de la performance. Moi, je demande aussi est-ce que le cheval prend en charge le handicap? C'est une des questions que j'ai, que je vous pose ici. Mais cette prise en charge de la performance, par contre, qui ressort énormément dans les discours, de dire, ben voilà, on a un cheval qui rentre sur son carré de dressage, sur son rectangle, et qui va exécuter la reprise avec son cavalier, mais qui va prendre en charge une grosse partie de la performance, plus que dans d'autres disciplines. Ça, c'est les discours que je recueille. Et aussi, j'ai beaucoup, le cheval intériorise. Je pense que Nadège, vous en avez parlé aussi, le fait que voilà, quand il se passe quelque chose autour de lui et qu'un autre cheval serait peut-être plus réactif, va peut-être décider de sauter la lice, le cheval de paradressage, lui, ça rappelle, ça peut arriver. Ça rappelle des souvenirs à certaines. Mais le cheval de paradressage va, lui, aller à l'encontre en fait de ses instincts. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui me raconte, j'ai déjà vu un cavalier de paradressage qui s'évanouit sur le cheval, et donc ça peut être un poids assez lourd qui s'évanouit en fait, qui ne tombe pas, mais enfin on sent bien qu'il n'y a plus de réactivité. Le cheval sent que quelque chose ne va plus, et au lieu de réagir, il s'arrête, il attend qu'on vienne le chercher, et bon, on démonte, on enlève le cavalier du cheval. Alors, je n'ai pas le terme, là, on le descend. Mais où ils disent, voilà, c'est des choses qui arrivent. À ça, alors, ça peut être un peu décousu, mais c'est parce que je raconte un peu les témoignages que j'ai et avec lesquels j'espère travailler. Mais à l'inverse, on me raconte aussi, non, parce que parfois, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais le cheval de paradressage, il est conditionné. Et j'ai des témoignages qui me disent, non, en fait, moi je me rappelle, tel cheval, il est arrivé devant le carré de dressage avec une cavalière en grade 1, donc c'est les cavaliers les plus faibles physiquement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça ? Les handicaps les plus lourds, merci. Et le cheval a refusé de rentrer. Voilà. Alors, sans méchanceté, elle me disait, le cheval, dès que la cavalière s'approchait de l'entrée, hop, le cheval il repartait, et elle a fait ça plusieurs fois, puis elle a dû abandonner. Mais un cheval qui avait fait ça qu'une seule fois, et puis toutes les autres fois, elle a eu aucun mal à rentrer sur le carré de dressage. Mais c'est de dire, voilà, et dans ça, on voit, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, on ne sait pas, mais on reconnaît dans ces moments-là que le cheval est capable de refuser, mais donc aussi de coopérer, et de faire un choix à ce sujet. Une dernière chose que je trouvais très intéressante, Anne Prin en a parlé ce matin, du fait de l'équithérapie, de comment est né le paradressage. Eh bien, il vient de l'équithérapie, que l'équithérapie n'est pas nouvelle. Là, je fais le pont avec le patrimoine, où on a mis des personnes vulnérables à cheval, et ce depuis très très longtemps. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant avec le paradressage, c'est qu'on va au-delà de la sphère médicale, on entre complètement dans la sphère sportive, et on donne aussi une agentivité en fait aux cavaliers. Les cavaliers de paradressage ne sont pas des patients, ce sont bien des sportifs. Et en ce sens, ils sont agents de leur sport, en fait, de leur métier, de leurs conditions d'athlète. Et ça, je trouve que c'est un regard qui est aussi très intéressant et dont on parle peut-être pas beaucoup et que je trouverais intéressant aussi à mettre en valeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, en t'écoutant, Zinia, il y a une chose qui me vient vraiment à l'esprit, c'est qu'entre Swing et Rhapsody, on dit c'est des chevaux de paradressage. Ils ont chacun endossé leur job d'une manière tout à fait différente, en même temps parce qu'ils sont montés par des cavaliers tout à fait différents, avec des besoins tout à fait différents. Alors là, la question, c'est presque aléa, c'est est-ce que le cheval était comme ça d'origine et il a compris, ou bien est-ce qu'il l'a appris au fur et à mesure du temps ? Ça, grande question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Mais est-ce que Swing est capable d'avoir intégré aussi le fait que Chiara était très jeune, qu'elle avait aussi besoin d'apprendre, parce que je me souviens de Sébastien à Tokyo qui disait pourtant on avait tout fait pour qu'à jeune cavalier, vieux cheval, le cheval devait prendre en charge et apprendre à la jeune cavalière. Et en fait, c'est malheureusement tout le contraire. Lui, il a eu un comportement de jeune cheval et Chiara, elle a eu un comportement de cavalier mature et affirmé.
En fait, c'était ça le but aussi, c'était de la faire mûrir et de la faire avancer. Alors peut-être que là, on fait des élucubrations qui vont un peu trop loin, mais Swing a bien fait son job. Et Zinnia, tu dis un cheval de paradressage ne saute pas la lice. Si. Quand la cavalière est capable, le cheval de paradressage peut lui dire, tu vois, tu es capable, on a sauté la lice, et voilà. Et c'est pas la fin du monde. Et on fera mieux la prochaine fois. Chiara, tu m'en veux à mort? Non, non, pas du tout. Oui, Swing m'a appris beaucoup de choses. Après, oui, Tokyo, ça n'a pas été évident, mais une fois sur le carré, peu importe là où on est, il sait c'est quoi son job et il est très performant. Donc ça, on ne peut pas lui en vouloir. Après, ça reste quand même un cheval. Donc tout ce qui se passe en dehors du carré ou même sur le carré, on ne peut pas prévoir ça parce que ça reste une proie. Donc c'est sûr que c'est un peu difficile, mais Swing prend vraiment beaucoup sur lui pour performer au mieux avec moi. Geoffrey, pas là avant. Geoffrey, tu voulais ajouter? Ouais, je disais beaucoup plus qu'avant, parce qu'en fait, on a démarré le paradressage avec Swing en 2016, avec pour le coup un cavalier très très confirmé, et heureusement que c'était un cavalier très très confirmé dessus. Il était assez coutumier de faire des blagues, mais Chiara a raison dans ce qu'elle dit, c'était pas forcément sur le carré. C'était à la détente, autour, et Chiara a complètement raison quand elle dit que le cheval maintenant il connaît son métier, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Et une fois qu'il est sur la piste, il sait qu'il doit se tenir à carreau. Des fois, pas tout à fait, mais on va dire qu'il y avait des circonstances atténuantes. Mais ouais, non, le cheval a beaucoup mûri et ouais, complètement, on a vraiment la sensation qu'il connaît son métier par cœur, que tant qu'il n'est pas sur la piste, s'il fait le fou, c'est pas grave. Et une fois qu'il est sur le carré, il est pleinement concentré avec son cavalier, il fait son job et 98% du temps, ça se passe plutôt très bien. Et à l'inverse de Rhapsody, pour le coup, qui elle a tout le temps été une valeur super sûre, droit dans ses bottes, aucune blague, c'était vraiment deux chevaux avec deux profils différents. C'est vrai que Rhapsody, elle est arrivée à 4 ans. Tout de suite, on a identifié ce caractère très posé, très calme, limite introverti d'ailleurs. Donc, elle a toujours été qualifiée de sage. Mais en revanche, c'est une jument qui, lorsqu'elle avait peur de quelque chose, fuyait, vraiment. Alors, elle ne faisait pas de demi-tour, pas ce genre de choses, mais la fuite, c'était vraiment très ancré chez elle. Et donc, pour le coup, pour la préparer, enfin, elle est passée par le filtre que j'utilise tout le temps. On a cette chance à l'école, hein, on peut leur faire vivre tellement de choses, tellement de situations différentes, dans des environnements différents. Et moi, j'aime aller dedans, dehors, du monde, pas de monde. Donc, elle est passée par ce filtre-là, et voilà, donc tout allait bien. N'empêche que moi, j'avais identifié que quand elle avait peur, elle pouvait quand même partir un peu vite. Et quand on s'est retrouvé avec ce projet paradressage, quand on m'a demandé d'accompagner la jeune Léa, je me disais quand même, elle est capable de ça. Alors, c'est jamais méchant, mais elle est quand même capable. Et ça, elle me l'a prouvé à maintes reprises. Là où dans la même situation avec moi, elle cherchait à partir, elle n'est jamais partie avec Léa ou Céline. Jamais. C'est-à-dire, elle a dit, OK, c'est stressant, mais je ne bouge pas. Et si jamais, avec Léa, une fois, elle avait fait ce mouvement de vouloir partir, Léa un petit peu déstabilisée, dans le centième de seconde, elle était arrêtée parce qu'elle sentait qu'il y avait un déséquilibre. Et ça c'est très factuel. Oui. Est-ce qu'on donne la parole à la salle? Un quart d'heure. D'accord. Céline, vas-y, pardon. Je me permets parce que je voulais vraiment dire que dans cette idée-là où on cherche le consentement des chevaux et quelque part où on vient les éduquer à fonctionner dans une discipline et dans nos attentes, on n'est pas en train d'inhiber leur caractère. Les chevaux, ils restent, pour moi, des personnes à part entière avec leur caractère. Et oui, là, comme on parle de Rhapsody ou même de l'évolution de Swing, on va leur demander de prendre sur eux.
leur demander voilà, de comprendre nos besoins et d'essayer de prendre soin de nous. Mais pour autant, les chevaux, ça reste des chevaux avec leur identité à eux. Et oui, ça peut arriver qu'ils aient une réaction parce que voilà, c'est ancré en eux. Et ça, moi, c'est ce que je trouve beau. Finalement à l'IFCE, parce que c'est vrai quand on arrive dans une grande maison comme ça, au tout début, hein, je vous dis ça fait longtemps, mais je me disais peut-être que tous les chevaux sont formatés pareil, ils font les galas, les reprises, c'est tous les mêmes. Et non, en fait, on s'aperçoit, voilà, on va dans les écuries, on les rencontre et c'est voilà, ils sont tous différents. Oui, ils sont éduqués pour aller présenter les mêmes choses. Voilà, c'est vraiment leur éducation. Mais pour autant, on leur laisse leur personnalité. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me rend heureuse au quotidien. Il y a des questions. François avait demandé la parole avant, pardon Bernard. Non, là-haut. Bon. François, je suis sûre que tu peux poser ta question sans micro. Pardon Bernard, vraiment désolé de souffler là. Non, tu avais la priorité. Non mais bon, par respect pour la personne. Un discours de posture d'entraîneur. C'est-à-dire que je pense que en matière de très haute performance, ce qui fait la différence en finale olympique, c'est la façon dont l'équipe assume l'interdépendance. C'est-à-dire chacun est dépendant de l'autre. Vous l'avez extrêmement bien exprimé avec le cheval. Ensuite, quel est l'un des carburants de la haute perf? C'est l'intercompréhension. C'est en quoi vous arrivez à vous comprendre entre un sportif et son entraîneur. Et ce qui fait qu'en fait, vous exprimez ça. C'est-à-dire qu'on a toutes les aides du groom pour savoir un peu ce qui se joue. On a toutes les aides de l'entraîneur, de l'athlète, etc. Bref, plein de messages qui font qu'on augmente le niveau d'intercompréhension. Et il me semble que c'est l'un des principes de l'équitation de tradition française, mais je laisserai les spécialistes dans la salle aller dans ce sens-là ou pas. Et donc, en fait, ce que ça évoque, c'est une fragilité et une volatilité de la perf. C'est-à-dire que ça peut arriver, mais instantanément, ça peut s'arrêter. Un peu comme Swing qui fait du rodéo juste avant d'aller sur le carré. Et puis, c'est fragile, c'est volatile, et donc du coup, il faut de la confiance et il faut de l'efficience. C'est-à-dire qu'on ne rate pas de séance, en fait. Ce qui fait la différence en très haut niveau, c'est qu'on ne rate pas de séance au jour le jour pour préparer les jeux. Et ça se fait, et là, clin d'œil à Léa, sur la somme d'expériences positives qu'on va faire vivre au sein de l'équipe de travail au quotidien. Voilà, tout ça pour dire que, de mon point de vue, ce que ça évoque, là, tout ce que vous dites, et ce qui me semble être en lien avec ce qui s'est dit ce matin, c'est que l'équitation pourrait, et là je m'adresse à la FEI et aux autres, pourrait être l'une des disciplines qui est porteuse de l'idée selon laquelle on peut faire de la haute performance sans violence. La haute performance est aujourd'hui organisée autour un peu de la phrase de Churchill de dire on a gagné la guerre avec du sang, de la sueur et des larmes. Alors oui, il y a du sang parce qu'il y a de l'énergie, ça c'est non violent. Il n'y a pas besoin d'aller tuer quelqu'un. Il y a de la sueur bien sûr parce qu'il y a de l'effort, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est agressif sur quelqu'un, ce n'est pas coercitif. Et il y a des larmes bien sûr, des larmes de joie et d'émotion, aussi de déception, mais des larmes qui sont liées à un engagement. Et je pense que la performance non violente, elle peut faire ça. Et je crois qu'on est dans une société qui est en train de réinventer ça. Et je crois que l'équitation qui met le cavalier comme étant l'entraîneur d'un cheval, beaucoup dans vos discours, et qui doit être super athlétisé, là c'est le nageur qui vous parle, parce que je suis impressionné de l'athlétisation des cavaliers pour bien être le bon entraîneur de leurs chevaux, un peu comme l'Italie qui considère que ce sont des athlètes. Je crois que vous pouvez être porteur de cette idée-là. Et vous l'êtes. Voilà. Et je trouve que vous avez témoigné de mon admiration de ça. Et peut-être avoir
peut-être le tonnerre de contre-exemples qui vont contre-argumenter contre moi, mais en tout cas, voilà la profonde conviction que j'ai envie de partager vis-à-vis de vous. Et puis encore une fois, bravo et bonne suite pour les Jeux. François, on va faire les choses à l'envers, mais il faudrait que tu te présentes. Que tu présentes ton nom, mais aussi d'où tu viens. Voilà. On a combien de temps? François Huot-Marchand, donc je suis adjoint à l'écuyer en chef. Je suis jamais monté sur un cheval, sauf par accident une fois, à cause de ma femme. Et je suis donc pas extrêmement légitime pour parler de quoi que ce soit en équitation. Par contre, je me suis occupé des équipes de France de natation pendant un peu plus de 20 ans, et accompagné pas mal de sportifs de haut niveau et fait de la veille internationale et de l'accompagnement scientifique auprès des, on va dire, entre les Jeux d'Athènes et les Jeux de Londres. Et voilà. Et donc je baigne, sans mauvais jeu de mots, dans le haut niveau depuis longtemps. Voilà. Et puis j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner notamment Céline et le trio, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a plus de monde, mais avec Rapso, Céline et Nadège, et puis maintenant Toledo, etc. Et puis je viens embêter un petit peu Geoffrey occasionnellement, un petit peu plus de manière distance de Chiara, même si je pense qu'on a pu se côtoyer un peu. Voilà. Donc j'essaye un petit peu d'accompagner ce genre de choses. Voilà. Merci François. La parole est à Bernard. Bernard, tout le monde le connaît. Oui. Et puis je ne vais pas avoir de partage à faire. Je ne parle pas aussi bien que Roger Huot-Marchand. François. François, voilà. Oui. J'ai une question pour Geoffrey et puis 2 petites questions pour Chiara, qui aime tant parler devant du public. La question pour Geoffrey, c'est simple. Tu as dit on doit être, quand on est à côté, un repère pour le cheval. Il doit être rassuré. Mais ce repère rassurant, est-ce que si par hasard, la personne, que ce soit le groom ou l'entraîneur, n'avait pas tout le feeling que tu as avec les chevaux et que tu as eu dans ta carrière précédente avec des étalons, des poulains, etc., si cette personne pouvait au contraire être l'opposé de rassurante pour le cheval? Très bonne question. Non, je ne sais pas trop. Je pense que je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, on n'a jamais fait autrement, c'est si le cheval n'avait pas soit Sébastien ou moi pour Swing ou Nadège et moi pour Rhapsody ou Toledo, est-ce que les résultats seraient les mêmes ou pas? En cas de problème, bien évidemment, parce que quand tout est parti pour bien se passer, bien évidemment, entre guillemets, on ne sert à rien. Mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est quand même positif pour le cheval d'avoir un repère et quelqu'un de rassurant à côté. Après, on n'a jamais eu l'expérience de faire sans, donc j'ai pas de cas concret. Nadège a l'air convaincue que si, et je pense, mais je suis assez d'accord avec elle. S'il n'y a pas de problème, effectivement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Enfin, Bernard, un soigneur qui n'est pas rassurant, vaut mieux qu'il change de métier, non? Ouais, moi je pense qu'effectivement c'est primordial, la qualité de la relation est primordiale. Moi j'ai le sentiment que tant qu'on y met de la sincérité, les chevaux nous le rendent vraiment. De la sincérité et de l'honnêteté. Je pense que si on est sincère et honnête avec eux, ils nous le rendent, ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce qu'on pourrait faire sans? Moi, ça fait maintenant quelques temps que je le disais avec Rhapsody, parce que Toledo, c'est une relation plus récente. Mais je pense que quand on fait bien le travail, oui, on doit pouvoir se passer de l'un ou de l'autre. Il ne reste que finalement le couple qui est en piste. Donc tout le reste, ça doit pouvoir bouger et on doit pouvoir travailler pour ça. Et je dis ça alors que j'avais quand même une relation particulièrement fusionnelle avec Rhapsody. Mais je peux pas le prouver, hein, mais je suis intimement convaincue que si on fait bien le travail, c'est possible. Et voilà. Alors j'ai 2 petites questions pour Chiara. Vous avez parlé, ou c'est Geoffrey qui l'a dit, du cavalier qui avait eu avant Swing et qui était très expérimenté. Puis vous avez parlé de votre entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms et nous dire ce que vous pensez qu'ils ont apporté à votre couple, à vous, avec Swing?
Puis après, j'aurai un autre petit détail à vous demander. Alors, Swing a eu 2 cavaliers. Donc, Louis Studer, qui était en grade 4, et José Le Tartre, qui était aussi en grade 4, qui a fait combien de temps avec Swing? Donc, 3 saisons avec lui. Et ensuite, je suis arrivée en 2019. Je trouve qu'ils ont apporté que le cheval était déjà dans le para, donc il sait un peu ce que c'était. Il sait c'était quoi son job, enfin, c'est comme ça qu'on peut le dire. Après, Geoffrey et Sébastien connaissent très bien le cheval, donc pour moi ça a été très facile au début parce que je parlais beaucoup avec Geoffrey et Sébastien, et encore à l'heure d'aujourd'hui je leur demande comment ils trouvent le cheval. Et si Sébastien me dit que le cheval est opérationnel, je lui fais confiance les yeux fermés, et c'est pareil pour Geoffrey. Donc Sébastien, c'est Sébastien Goyenex, oui, et qui a dressé Swing après Jean-Jacques Boisson, qu'il a eu comme jeune cheval. C'est ça. Donc il ne faut pas oublier les noms de ces gens-là. Oui. Et l'entraîneur, effectivement, est essentiel, puisqu'il est aussi le dresseur. Alors la petite question derrière, à un moment, vous avez dit... il a eu peur d'un drapeau. Après, le cheval, ça reste une proie, qui est une excuse qu'on entend très souvent. Moi, j'ai l'impression que, en fait, à chaque fois, ce cheval intelligent et qui a de la bouteille, comme des tas de chevaux. Un jour, j'ai une cavalière internationale qui m'a dit « Ah mais non, on peut pas avoir on a bougé les pots de fleurs. Mon cheval a peur des fleurs. » Je lui ai dit « C'est faux. » Je l'ai engueulé devant tout le monde. Les chevaux n'ont pas peur des fleurs. Par contre, j'ai l'impression qu'il prenait un prétexte pour vous montrer qu'il était tout excité, sachant que, a priori, vous alliez ensuite vous résoudre à faire le job dans le rectangle. Et est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt des prétextes qu'ils prennent, vu que leurs yeux ne voient pas du tout comme les nôtres, et un cheval comme lui aimait bien vous déstabiliser, pour après se remettre dans le moule parce qu'il n'est pas con? Non, je pense que c'est pas ça, parce que Swing est quand même... il a quand même de l'expérience, donc... si vraiment il me déstabilise, c'est que c'est vraiment vrai dans le sens où il peut avoir peur de quelque chose. C'est pas un prétexte. Swing, c'est vraiment pas un prétexte. Oui, enfin, dans l'émotion, mais voilà, ça reste quand même. Il est tellement malin qu'il fait croire à Chiara que c'est pas un prétexte. Ouais. pour le coup, avec Chiara, il lui a fait 2 petites blagues. Donc il y a la blague de Tokyo, et là pour le coup, je pense que c'était un prétexte. Il était un peu frais, un peu joueur, tout ça. Et par contre, le coup de Deauville, il y a eu gros coup de vent, la charpente du manège a craqué. Je pense que pour le coup, là, il a vraiment eu peur. Il est assez capable des deux, même s'il est très joueur de base. Je pense que c'est pas. Il a déjà fait les deux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, interventions? Oui, Laurent. Alors maintenant, je ne sais plus si je dois te demander de te présenter ou si tout le monde te connaît, mais fais selon toi. Non, je vais me présenter, bien sûr. Laurent Bousquet, donc je suis à la fois, j'ai été cavalier, entraîneur, je travaille à la fois comme expert, si on peut dire, pour la FFE et la FEI. Et actuellement, je fais aussi partie du comité d'organisation pour les Jeux Olympiques à Versailles. Là, en fait, moi, j'ai 2 remarques. Une première qui était autour des soigneurs, des grooms, comme on les appelle couramment dans le milieu. Et je veux vraiment, une fois de plus, leur rendre hommage. On a beaucoup parlé de la relation qu'il y a avec le cheval. Mais moi, je tiens aussi à parler, et ça, c'est une expérience personnelle, de la relation qu'il a avec le cavalier. Parce que bien sûr que l'entraîneur a un rôle essentiel. En tout cas, j'ai cet espoir-là. Mais le groom aussi. C'est-à-dire que pour l'avoir pratiqué, quand on arrive à travailler avec un groom qui connaît bien le cheval et qui on se connaît bien, ça a un côté très rassurant pour le cavalier et qui le met dans un bon état d'esprit au moment de monter à cheval. Et on sait tous que le cheval nous capte instantanément, c'est que si on monte dans un bon état d'esprit, ça va quand même aller tout de suite beaucoup mieux et inversement. Et pour l'avoir expérimenté, il m'est arrivé parfois, parce que les circonstances l'ont voulu ainsi, de me retrouver en compétition avec un groom qui n'avait pas l'habitude, qui était un peu stressé, qui n'était pas bien. Alors, à chaque fois, ça s'est mal passé. Ça s'est toujours mal passé parce que j'étais moi-même pas en confiance. Je savais pas bien, est-ce qu'il était bien cramponné, est-ce que le matériel était bien ajusté, est-ce que
Enfin, tous ces petits détails, et je pense que tous les cavaliers qui ont fait de la compétition savent bien qu'au moment de monter à cheval, avant d'aller se préparer pour la détente, il y a une petite dose de stress, c'est normal, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Mais cette dose de stress, il faut qu'elle soit homéopathique, si possible. Et le groom a vraiment un vrai rôle à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'insiste sur son rôle, bien sûr avec le cheval, mais aussi avec le cavalier. C'est vraiment des moments privilégiés à l'écurie, juste avant de se mettre à cheval, on vérifie les guêtres, on vérifie... Enfin bon, je pense que vous savez de quoi je parle, mais c'est vraiment essentiel. Et je rebondis sur une deuxième chose, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bernard, par rapport à la peur des chevaux, par rapport à un certain nombre d'éléments extérieurs qui peuvent se présenter sur la piste. Je pense que souvent, cette inquiétude, cette appréhension qu'ont les chevaux par rapport à des éléments extérieurs, bon, on parlait des fleurs, parfois c'est les lettres, parfois c'est les drapeaux, parfois c'est une caméra, une caméra tout simplement. Je ne vais pas dire mal placée, parce que c'est le cavalier qui... Et très souvent, quand le cavalier commence à se focaliser là-dessus, on peut être sûr qu'il va transmettre cette inquiétude à son cheval. J'ai l'expérience, alors c'était pas forcément en compétition, mais j'en ai beaucoup, mais je vais raconter simplement une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Je donnais un stage et il y avait un groupe de 4-5 cavaliers et une cavalière était sur son cheval. Le cheval avait peur des autres chevaux, elle ne pouvait pas en croiser un à moins de 5 mètres, sinon le cheval faisait demi-tour, c'était infernal. Alors on était sur un rectangle de 60-20, donc vous imaginez bien que le travail à 5 dessus, c'était pas facile. Bref, et à un moment donné, je lui dis, écoute, tu veux pas me le passer un peu, que je vois quand même comment ça se passe. Et je commence à monter le cheval, alors que les autres cavaliers, les 4 autres cavaliers continuent à tourner dans la carrière, et j'oublie, parce que je connaissais pas le cheval, complètement que le cheval avait peur des autres. Je l'oublie. Et donc, je fais mon petit truc, je travaille, machin, blablabla. Le cheval n'a pas fait un écart, je l'ai monté pendant 10 minutes, il n'a pas fait un demi-tour, ni un écart en croisant. Et à un moment donné, je me suis arrêté, je l'ai rendu, j'ai dit, et là, je me suis rappelé, je me suis dit, mais c'est vrai qu'au fait, ton cheval a peur des autres. Mais est-ce que tu as remarqué qu'il n'a pas fait un seul demi-tour en 10 minutes? Tout ça pour imaginer ce que je viens de dire. Je pense que souvent, quand on pense que le cheval va avoir peur de quelque chose, instantanément, on focalise l'attention du cheval sur ce problème-là et, bien évidemment, ça dégénère. D'où l'intérêt d'arriver aussi mentalement... Bon, je ne développe pas plus que ça. Ah non, c'est pas un prétexte. Je pense que le cheval a réellement peut avoir peur de quelque chose et c'est l'état d'esprit du cavalier qui va le rassurer parce qu'il a confiance dans son cavalier, parce que cette relation a été établie à l'avance. Il dit ça, c'est Laurent Bousquet. Je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais bon. Ça le change certainement. Bon, eh bien, il me reste à remercier les participants à la table ronde et tout le public. Merci à vous. Moi, je voudrais remercier là, tous les participants de cette table ronde. J'ai trouvé ça très riche, très émouvant. Et je pense que c'est quand même un magnifique exemple en fait, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un sport où on voit le mélange des genres, genre homme-femme, intergénérationnel, puisqu'on a différentes générations. Et puis, je voudrais dire aussi quand même qu'on voit cette complicité entre eux, cet respect même qui se sent même dans le temps de parole, dans la façon dont chacun se passe la parole. Et ça montre bien avec donc la cavalière, les cavalières, le coach, le groom. On voulait vraiment mettre en valeur le rôle du groom parce que c'est essentiel et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Et puis bien sûr le regard extérieur de la doctorante. Donc voilà, moi je voulais vous remercier et montrer qu'une fois de plus, le soi-disant sport individuel, c'est vraiment un travail d'équipe autour du cheval. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'était vraiment super.